François Livonnet, vous publiez Un père comme un roman aux éditions Descartes et compagnie. Quelle est la genèse de ce livre? Donc évidemment, on peut se demander pourquoi écrire un livre, un texte sur son père. Le père a été quand même un objet littéraire et pas simplement littéraire. La littérature offre des exemples multiples, que ce soit des biographies, des autobiographies, des romans, des essais, etc. Ce qui m'a intéressé, et c'est pour ça qu'il y a le comme un roman, c'est pas un roman tout à fait, puisque c'est comme un roman. C'est pas un récit tout à fait, puisque c'est aussi comme un roman. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de faire de mon père un personnage, mais on pourrait dire que tout travail d'écriture est évidemment toujours tenté par la création d'un personnage fictif. Car qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Dès lors que ce personnage est incarné dans des mots, il n'est plus tout à fait un personnage commun de ceux qu'on rencontre dans la rue. Un personnage, c'est un être de papier. Alors, comme c'est un être de papier, on pourrait se dire que, comme tous les êtres de papier, il est un peu inconsistant, il manque peut-être un peu de chair. Or, c'est exactement l'inverse. Cet être de papier, c'est d'une certaine façon pour l'incarner. L'incarnant dans les mots, il prend pour moi une épaisseur, il devient vivant, autrement qu'à travers une évocation de mémoire. Il devient vivant, pourquoi? Parce qu'il est aussi vivant pour des lecteurs éventuels. Cette incarnation de mon père dans des mots, qui fait naître le personnage, c'est aussi cette idée qu'il existe aussi pour d'autres, qu'il vit sa vie de personnage, car un personnage, dès lors qu'on le crée, il a une certaine vie, une certaine autonomie. Il vous échappe, on sait très bien qu'on n'est pas le maître du personnage qu'on crée. Le personnage qu'on crée, il vous surprend. Il y a des mots qui viennent que vous ne maîtrisez pas. Il y a peut-être le travail de l'inconscient. Enfin, toujours est-il que le personnage finit par avoir un destin à travers des mots, et un destin qui ne cesse de vous surprendre. Il y a un autre point, c'est que pour construire un personnage, on est obligé de faire intervenir des mémoires diverses. On est obligé de faire intervenir à la fois des souvenirs personnels, des choses qui vous reviennent. Quand on parle avec sa famille, de son père, il y a des témoignages qui ne correspondent pas forcément aux vôtres. On sait bien que le point de vue qu'on a sur ses parents est un point de vue qui est à la fois changeant au cours de sa vie et qui n'est pas le même selon les membres de la famille. J'ai simplement essayé de faire renaître ou d'activer en moi des souvenirs qui sont miens, mais qui étaient un peu enfouis. Il y a une sorte d'anamnèse, pour utiliser un mot un peu technique, car l'anamnèse, ça se fait toujours au contact des autres. Le plus court chemin de soi à soi passe par les autres, et en l'occurrence, peut-être par le lecteur. Donc voilà, c'est une sorte de prospection, pour ne pas dire d'une intro-prospection, pour essayer de mettre au jour un rapport au père, qui est un rapport compliqué, comme tous les rapports au père, parce que mon père, il faut le dire tout de même, est un personnage assez singulier, qui est à la fois, comme tout père, charmant, aimable et aimant, mais aussi parce que mon père, pour prendre vraiment des références littéraires, il avait à la fois un côté Bardamu, ce personnage de Céline, et ce côté Bardamu me tient parce que mon père était médecin comme Bardamu, mon père était d'extraction très modeste comme Bardamu, un peu comme Bardamu, il a été ballotté par l'histoire, mais avec des différences aussi. D'abord, Bardamu, c'est aussi une création littéraire, mais Bardamu, c'est aussi Céline. Je ne suis pas mon père. D'autre part, une autre différence, c'est que Bardamu sortait de la guerre. Et cette figure de Bardamu est une figure qui est marquée par des fêlures, parce que c'est la Grande Guerre, ce sont les tranchées, etc.
Donc ce traumatisme de la guerre. Mon père n'a pas fait la guerre, en tout cas ce ne serait pas la même, ce serait la seconde. Il était trop jeune et c'est une guerre qu'il a plutôt rêvée. Et d'autre part, Bardamu n'est pas du tout alcoolique. Mon père était alcoolique. Alors ça me conduit à un deuxième aspect, une deuxième référence littéraire. Ce serait le consul de Malcolm Lowry dans Au-dessous du volcan. Il y a dans Malcolm Lowry quelque chose aussi qui est très proche de mon père, c'est ce rapport à l'alcool. Car il faut savoir que chez les alcooliques, et ils le disent tous assez facilement, c'est qu'il y a un moment donné dans l'absorption de l'alcool, un moment d'extrême lucidité. Et dans le roman de Malcolm Lowry, il y a ça. Il y a cette montée vers ce point, cette acmé, où il y a une clarté perceptive sur les choses, clarté dans les analyses, clarté intellectuelle. Ça dure peu de temps et ensuite on pivote dans l'ivresse, mais dans l'ivresse profonde. C'est-à-dire qu'on entre dans la confusion, on sort de la confusion, on entre dans la confusion avec ce moment rare qui dure peu, mais qui chez mon père était très, très clair. En fait, il recherchait ce moment. Si je fais référence à des livres d'auteurs classiques, comme Céline et Malcolm Lowry, c'est parce qu'ils m'aident à penser le propre travail d'écriture que j'ai pu faire. Et ils m'aident à penser mon père. Je crois que les livres sont l'occasion d'une véritable expérience personnelle. Pourquoi ? Parce qu'ils font naître en nous des capacités d'émotion, des capacités d'analyse, qui sans cela resteraient en sommeil. Votre livre est construit en tableau. Pourquoi ne pas avoir adopté la traditionnelle linéarité du récit ? J'ai choisi, en effet, de ne pas adopter le principe d'une narration continue, comme ça aurait pu être le cas, mais par tableau, par touche. Parce que c'est plus une action, attention, je dis ça en toute modestie, c'est plus une action de type pictural, c'est-à-dire que c'est la succession des touches qui dessine finalement ce personnage. Un personnage qui est nécessairement inachevé. Le tableau a cette qualité, c'est qu'on peut toujours ajouter un tableau à un tableau. Et d'ailleurs, j'aurais pu le faire. On peut multiplier les tableaux. Alors qu'une narration continue a un commencement et une fin, avec une continuité, avec éventuellement les ressorts même d'un drame, avec un dénouement, etc. Là, il faut dire que il y a un parti pris entre la découverte du corps de mon père, au début du texte, et puis le livre se termine par l'enterrement de mon père. Bon, c'est pas un parti pris macabre par plaisir. C'est parce que les tableaux se situent entre ces deux extrêmes. Ce sont, si j'ose dire, deux tableaux qui en eux-mêmes sont un peu abyssaux. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, parce que les tableaux m'ont permis de mettre en évidence quelque chose auquel je suis attaché aussi, et là je vais faire une référence savante, c'est Pierre Legendre. Et il y a de chez ce philosophe, historien, psychanalyste Pierre Legendre, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il parle de la filiation. Il insiste sur l'importance de la filiation, et il pense la filiation à partir de deux abîmes, qui est l'abîme de la naissance et l'abîme de la mort. Et les tableaux que je dessine un peu comme cela, ce sont des tableaux qui sont pris entre ces deux abîmes et qui cherchent aussi à échapper à ces deux abîmes, c'est-à-dire à inscrire dans une certaine filiation. Je suis le fils de mon père a aussi des ascendants. Le livre prend sa place dans cette filiation. Et c'est important, c'est pour ça par exemple que j'ai souhaité qu'il y ait dans ce livre la reproduction d'une photo de mon arrière-grand-mère chinoise, qui a une importance dans ma famille, parce qu'il y a toujours eu ce point, qui était une sorte de point aveugle, parce que d'abord mon père ne l'avait pas connu, je ne l'ai pas connu, mon grand-père, qui était son fils, était très peu disert, donc c'était une figure énigmatique, mais qui est un élément de raccord. Je dirais que ma signité est de l'ordre du raccord dans cette filiation entre deux abîmes.
Une gravure de Félix Vallotton illustre votre livre. Comment s'est imposé ce choix? Donc Vallotton, la découverte de Vallotton, de la peinture de Vallotton, qui est un grand peintre franco-suisse de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, qui est un peintre connu et reconnu, mais qui ne l'est peut-être pas assez. Mais il y a aussi tout un aspect de l'œuvre de Vallotton, ce qu'on appelle des bois, ou de la xylographie, c'est-à-dire le principe non pas de la lithographie, pas avec des pierres, mais avec du bois gravé, et qui sont d'une très grande beauté et en même temps d'une grande impertinence, qui caractérise d'ailleurs toute cette tradition de Caran-d'Ache, de Josse, ces dessinateurs de l'époque qui, à travers, à l'époque où la photo n'était pas présente, bien évidemment, dans les publications, tenaient lieu à la fois d'éléments documentaires et en même temps témoignaient d'une opinion, d'un parti pris. Donc c'est tout sauf neutre. Et puis il y a surtout le titre de ce bois, de cette xylographie, qui est le faux pas. Et il y a une drôlerie dans ce titre, le faux pas, c'est-à-dire à la fois mourir est un faux pas, à la fois ces croque-morts peut-être, sans doute des croque-morts, s'y prennent si mal et avec si peu de conviction qu'on peut imaginer que le cerfeuil va tomber au fond de la fosse et peut-être s'ouvrir, j'en sais rien. En tout cas, il y a là une scène qui est à la fois cocasse, qui est à la fois sombre et qui a une liberté. J'aime beaucoup cette liberté chez Vallotton. Liberté du trait, liberté du ton. Il y a quelque chose d'impertinent, voilà.